Les épaulettes en argent et les casquettes ornées d'un crâne sont sans aucun doute la tenue militaire la plus emblématique du XXe siècle. Cette tenue inspirait une peur considérable. Des milliers d'ouvrages lui ont été consacrés. Des films et des jeux vidéo la reproduisent. Aujourd'hui, cette image est devenue un symbole universel, compréhensible à travers le monde entier sans besoin de traduction. Le terrorisme nazi, une machine de destruction qui, en 6 ans, a coûté la vie à plus de 50 millions de personnes. Pourtant, presque personne ne se pose une question très simple. Ce n'est pas une question d'histoire, ni d'idéologie, ni de politique. C'est une question simple, presque banale. Qui a fabriqué cet uniforme? Qui était derrière les machines à coudre? Qui recevait les commandes de Berlin, expédiait les lots de uniformes, établissait les factures, percevait les paiements et observait, année après année, la croissance de son entreprise aux côtés du régime? Qui se trouvait dans son bureau, dans une ville allemande de province, contemplait les chiffres de son chiffre d'affaires en constante augmentation et pensait que tout allait bien? Vous connaissez la réponse. En réalité, vous connaissez son nom, car vous l'avez aperçu dans les vitrines des centres commerciaux, à Moscou, à Londres, à New York, à Tokyo, à Dubaï, à Singapour. Sur les flacons de parfum dans les magasins duty-free, sur les étiquettes des vestes dans les cabines d'essayage, sur les panneaux publicitaires dans les aéroports, sur les bannières de sponsoring de la Formule 1, dans les scènes des films hollywoodiens mettant en scène des personnages prospères en costumes de luxe. Hugo Boss, une entreprise avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 4,5 milliards d'euros. L'un des marques allemandes les plus reconnues à l'échelle mondiale, présente dans 124 pays. 1532 magasins à la fin de l'année 2024. 2 marques, Boss et Hugo. Parfums, lunettes, montres, maroquinerie, textiles pour la maison. L'entreprise figure parmi l'indice des 150 plus grandes sociétés par action allemandes. Son fondateur, Hugo Ferdinand Boss, a adhéré au parti nazi en 1931, 2 ans avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Non pas sous la contrainte, mais de son propre gré. Par la suite, il est devenu un sponsor des SS, effectuant des dons mensuels à cette organisation qui allait plus tard gérer les camps de la mort. Il a confectionné des uniformes pour les SS, les sections d'assaut, la jeunesse hitlérienne et la Wehrmacht. Il a eu recours au travail forcé de 180 travailleurs polonais, soviétiques et français. Il leur interdisait, ou plutôt l'État interdisait, et il ne s'opposait pas à ce qu'ils se cachent dans les abris anti-aériens lors des attaques des Alliés. Il est mort en 1948, tranquillement d'un abcès dentaire, dans la même petite ville où tout cela s'était déroulé. Aujourd'hui, nous allons examiner cette histoire de manière exhaustive et honnête. Non pas pour détruire l'image d'élégance de quiconque, ni pour vous inciter à jeter immédiatement votre veste, mais pour comprendre comment la marque de mode allemande la plus célèbre a prospéré grâce à des machines à coudre qui produisaient des vêtements pour des meurtriers. Comment ce passé a été dissimulé pendant des décennies derrière la vitrine. Ce que l'entreprise a fait lorsque la vérité est devenue impossible à cacher. Et ce qui reste en dehors des déclarations officielles de profonds regrets. Commençons par l'homme, car sans comprendre cet homme, il est impossible de saisir le reste. Mettingen, un petit bourg situé en Souabe, au sud de l'Allemagne. Environ 30 km au sud de Stuttgart, si l'on regarde la carte, en direction du lac de Constance, dans les contreforts de la Souabe. Ce village compte plusieurs milliers d'habitants. Des vignobles s'étendent sur les pentes environnantes. Une église luthérienne trône sur la place centrale. Des maisons à colombages, bien entretenues, bordent les rues. La vie y est provinciale, autonome et tranquille, typiquement allemande. C'est précisément ici, le 8 juillet 1885, que naquit le 5e et dernier enfant de la famille Heinrich et Louise Boss. Il fut prénommé Hugo Ferdinand. La famille tenait une petite boutique où l'on vendait du linge, des tricots et des textiles pour la maison. Le commerce se déroulait sans heurts, sans envolées ni chutes. C'était la petite bourgeoisie allemande provinciale qui vivait de son commerce, travaillait sans jour de repos et se contentait de peu.
Hugo grandissait au milieu des étals, des odeurs de linge amidonné et de tissu. Il se forma au métier de commerçant, le chemin le plus logique pour le fils d'un marchand. Après sa formation, il dut effectuer son service militaire, de 1903 à 1905. Ensuite, il trouva un emploi dans une usine de textile à Constance, sur les rives du lac de Constance. C'est là qu'il acquit ce que le commerce ne pouvait lui offrir, une compréhension approfondie de la production. Il apprit comment fonctionnaient les machines, comment le processus technologique était organisé et comment calculer les coûts de production dans une usine. Ces connaissances pratiques lui seraient utiles par la suite. En 1908, il rentra à Mettingen et prit la succession du magasin familial. Son père était décédé. En tant que benjamin de la famille, il devint l'héritier traditionnel des affaires selon les coutumes souabes et prit les rênes. Il commercialisa du linge pendant 6 ans. En 1914, tout bascula. La Première Guerre mondiale éclata. Il fut également mobilisé. Il combattit pendant 4 ans. Les détails concernant le front où il se trouva et les batailles spécifiques auxquelles il participa ne sont pas bien documentés. Ce qui est certain, c'est qu'il termina la guerre avec le grade de caporal. Il rentra vivant en 1918. Il retrouva une Allemagne qu'il ne reconnaissait plus. Le pays qu'Hugo Boss retrouva était en proie à une crise profonde. L'Empire allemand avait sombré. Sur ses décombres se dressait la République de Weimar, politiquement instable, économiquement ruinée et moralement désorientée. En seulement 5 ans d'existence, plusieurs gouvernements s'étaient succédés. Des coups d'État armés avaient eu lieu, dont le célèbre coup de la bière de Hitler en 1923 à Munich. Les assassinats politiques étaient devenus monnaie courante. Les extrêmes, à gauche comme à droite, s'affrontaient dans les rues des villes allemandes. La situation économique était la plus préoccupante. L'hyperinflation de 1923 avait anéanti les économies de la classe moyenne en quelques mois. En novembre 1923, un dollar américain valait 4,2 milliards de marks allemands. Une miche de pain coûtait des milliards. Les retraités, ayant économisé toute leur vie des milliers de marks, se retrouvaient sur le marché, réalisant que leur argent ne suffisait même pas pour acheter un verre de lait. Des économies de toute une vie s'étaient évaporées en quelques semaines. Après 1924, une stabilisation relative s'installa. Les crédits américains, selon le plan Dawes, la reprise partielle de l'industrie et la baisse de l'inflation permirent à l'Allemagne de reprendre son souffle. C'est précisément durant cette courte pause, en 1923 et 1924, que Hugo Boss a pris une décision qu'il avait probablement mûrement réfléchie. En 1923, il a fondé une entreprise de couture à Metzingen. L'Ante, en 1924, il a ouvert une petite usine avec 2 partenaires. Le capital de départ était modeste. Il fabriquait ce qu'il savait faire, des vêtements de travail, des vestes, des chemises, des imperméables et des tenues de sport. C'était un atelier typique de province, semblable à de nombreux autres que l'on trouvait en Allemagne à cette époque. Rien de ce qui aurait pu le rendre mémorable. Au début, les affaires allaient plus ou moins bien. Cependant, la situation a rapidement changé. En octobre 1929, un krach a eu lieu à la bourse de New York. La bulle boursière a éclaté de manière rapide et dévastatrice. Les banques américaines ont immédiatement commencé à retirer leurs prêts de l'Europe. L'économie allemande, qui dans la première moitié des années 20 reposait en grande partie sur des crédits américains, a commencé à vaciller. Les entreprises fermaient les unes après les autres. Les banques restreignaient l'octroi de crédit. Le pouvoir d'achat de la population était en chute libre. En 1932, le taux de chômage en Allemagne avait atteint officiellement 30% de la population active. Les chiffres réels étaient sans doute plus élevés, car les statistiques officielles ne prenaient pas en compte ceux qui avaient cessé de chercher un emploi. Les petites entreprises disparaissaient par centaines chaque mois. Les vêtements de travail n'étaient pas une priorité d'achat pour les chômeurs. Les commandes chez Hugo Boss se tarissaient. Ses partenaires se sont retirés. En 1931, il ne lui restait littéralement que 6 machines à coudre et des dettes.
Il était confronté à une faillite réelle, presque inévitable. C'est à ce moment précis, en 1931, qu'Hugo Ferdinand Boss a rejoint le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Son numéro de membre était 508 889. Il est important de retenir et de réfléchir à cette date, 1931. Hitler ne sera chancelier qu'en janvier 1933, soit 2 années complètes plus tard. En 1931, le parti nazi était une force politique sérieuse, ayant obtenu 18,3% des voix lors des élections de 1930, ce qui en faisait le deuxième parti au Reichstag. Pourtant, il ne contrôlait pas encore l'État. Il ne détenait pas le pouvoir sur l'armée, la police ou les tribunaux. Il n'était pas encore un monopole face auquel on ne pouvait pas dire non. D'autres partis existaient. Il y avait une concurrence politique et des gens s'y opposaient ouvertement. En 1931, rejoindre le NSDAP était un choix politique libre, non le seul possible, effectué de son propre gré. Des milliers d'entrepreneurs allemands dans une situation financière similaire n'ont pas pris cette décision. Certains fermaient leur entreprise, d'autres cherchaient de nouveaux clients, d'autres encore émigraient, d'autres attendaient. Hugo Boss a choisi d'adhérer. Et il ne s'est pas seulement engagé dans le parti. Simultanément, ou peu de temps après, il est devenu ce qu'on appelait un membre de soutien des SS, un terme allemand désignant les sponsors civils de cette organisation. Une catégorie spéciale se constitue des individus qui ont effectué des contributions financières mensuelles à une organisation en échange de soutien commercial, de relations et de protection. Tous n'étaient pas des idéologues fanatiques, il y avait parmi eux des pragmatiques qui cherchaient simplement une couverture. Cependant, Hugo Boss a choisi de faire des dons réguliers à l'organisation qui, d'ici 1941, allait gérer un réseau de camps de concentration, organiser des exécutions massives sur les territoires occupés et diriger des unités d'extermination. En 1936, il a adhéré au Front du travail allemand, un syndicat de façade des nazis qui a anéanti les organisations ouvrières indépendantes. En 1939, il a rejoint l'Union impériale de défense aérienne. Puis, en 1941, il a intégré la Charité populaire nationale socialiste, ainsi que l'Union impériale des anciens combattants et l'Union impériale de culture physique. Il s'est progressivement, étape par étape, sans contrainte, intégré dans les structures du régime pendant 10 ans. 4 années de guerre ne constituent pas simplement une ligne dans une biographie. C'est une expérience formatrice. Lorsque Hugo Boss est revenu en 1918, il était un homme transformé, comme beaucoup de ceux qui ont traversé les tranchées de la Première Guerre mondiale. Il a été témoin de la mort. Il a observé comment l'État utilise les gens comme des ressources jetables. Il a compris que la survie ne revenait pas à ceux qui étaient les meilleurs, mais à ceux qui avaient eu de la chance. Ce qu'il a tiré de cette expérience reste incertain. Il n'a pas laissé de mémoire. Aucune lettre racontant sa vie intérieure durant cette période n'a été retrouvée dans les archives, ou, du moins, elles n'ont pas été publiées par des chercheurs. Néanmoins, des éléments peuvent être retracés indirectement. Un homme ayant vécu l'effondrement économique de la République de Weimar, juste après son expérience militaire, cherchait probablement la stabilité et l'ordre. C'est précisément ce que les nazis promettaient le plus efficacement. L'ordre, la discipline, un État qui veille sur ses citoyens. En échange d'une certaine disposition à ignorer les aspects dérangeants. Le mouvement nazi, à la fin des années 20 et au début des années 30, s'adressait à cette audience, aux petits entrepreneurs, aux artisans, à ceux que la République de Weimar avait trahis à 2 reprises. D'abord par l'inflation, puis par la Grande Dépression. « Nous te rendrons ta dignité et ta stabilité », était le message principal. Et ce message a eu un impact, y compris sur Hugo Boss. D'autant plus que l'adhésion au parti offrait des avantages concrets et mesurables. L'accès aux contrats publics. Pour comprendre pourquoi ce système a fonctionné, il est essentiel de saisir l'Allemagne du début des années 30 de l'intérieur. Pas à travers un manuel, mais par des sensations concrètes. Imaginez, vous êtes propriétaire d'une petite usine. Vous êtes endetté. Vos partenaires vous ont quitté. Vous avez 6 machines à coudre et aucun contrat. Dans la rue, le taux de chômage atteint 30%.
Vos connaissances ferment leur entreprise. Vos voisins perdent leur maison. Les banques refusent de vous accorder des prêts. Et voilà qu'un mouvement émerge, promettant que l'État vous fournira. Des contrats seront signés, de l'argent sera disponible, l'ordre régnera. Ce n'est pas une justification, mais plutôt une description de la tentation qui a fonctionné pour de nombreuses personnes, pas seulement pour des malfaiteurs ou des fanatiques. En 1931, le parti nazi ne se limitait pas à être une organisation d'antisémitisme, bien qu'il ait déjà commencé à adopter cette idéologie. Il s'agissait également de mouvements qui offraient des réponses simples et des promesses concrètes aux personnes désespérées. Hugo Boss a choisi de soutenir ces promesses. Peut-être le faisait-il parce qu'il croyait en l'idéologie, ou peut-être pensait-il avant tout à la survie de son entreprise. Très probablement, les deux raisons ont joué un rôle, dans des proportions qu'il n'aurait sans doute pas pu définir avec précision. L'historien Koster, engagé par la société pour examiner cette question, a conclu que c'était effectivement les deux. Un fervent partisan qui a su profiter du système. Ni une victime des circonstances, ni un vilain stéréotypé. Un individu qui a pris des décisions et a pleinement tiré parti de leurs conséquences. Le chercheur allemand Roman Koster, qui a mené une étude académique officielle sur l'histoire de l'entreprise en 2011, a répondu sans ambiguïté à la question des motivations de Boss. Il a rejoint le parti non seulement pour accéder à des contrats, mais également parce qu'il était un ardent défenseur du national-socialisme. Un fervent supporter n'est pas quelqu'un qui a été contraint. C'est une personne qui partageait ses idéaux. Cela est crucial à comprendre pour la suite de l'histoire. Lorsque les nazis accédèrent au pouvoir en 1933, ils se trouvèrent immédiatement confrontés à un défi d'une ampleur colossale. Le parti comptait des centaines de milliers de membres. Les sections d'assaut, SA, atteignaient à leur pic plus de 2 millions de membres. La jeunesse hitlérienne, d'ici 1938, rassemblait environ 7 millions de jeunes. Les SS, quant à eux, comptaient environ 240 000 membres en 1939. Le Wehrmacht, à ce moment-là, dépassait le million de soldats. Le Corps automobile national-socialiste, le service de travail impérial, l'Union des jeunes filles allemandes. Chaque organisation avait son uniforme, ses symboles et des normes étatiques strictes. Tous avaient besoin de vêtements uniformes, distinctifs et reconnaissables. Ceux-ci devaient être produits industriellement, en très grande quantité, et respecter des spécifications précises. L'État avait mis en place un système de licence de production via l'administration impériale de l'approvisionnement. Les usines qui obtenaient ces licences devenaient partie intégrante de la chaîne de production étatique. Des commandes garanties, des paiements assurés, une croissance garantie. C'était un marché immense, et Hugo Boss s'y était positionné avant la plupart de ses concurrents. Selon des informations disponibles, il avait obtenu une licence de production vers 1928, lorsque le mouvement était déjà suffisamment structuré pour nécessiter des uniformes, mais n'avait pas encore accédé au pouvoir. Sa publicité de 1933 affirmait qu'il était fournisseur d'uniformes national-socialistes depuis 1924. Les historiens jugent cette date excessive, la considérant probablement comme une exagération promotionnelle. Le véritable début de la production d'uniformes nazis est daté de la fin des années 20 et du début des années 30. Cependant, à 1933, Boss était déjà profondément intégré dans ce système. Pour comprendre l'importance de ce système pour une petite usine provinciale, il est essentiel de saisir comment fonctionnait l'économie nazie dans le secteur de la production. Ce n'était pas une concurrence de marché au sens habituel du terme. C'était un système de gestion étatique de la production, où l'État et ses agences étaient les acteurs principaux. L'Office impérial de l'approvisionnement, connu sous le nom de Reichszeugmeisterei, délivrait des licences de production. Une usine qui recevait une licence devenait un fournisseur agréé. Cela signifiait que l'État envoyait des commandes, dictait les normes techniques et réglait les paiements à des tarifs fixes, tandis que l'usine produisait. Il n'y avait aucune incertitude liée au marché, aucun risque de non-paiement. Une affaire stable, garantie et évolutive.
Pour Hugo Boss, qui en 1931 se trouvait avec 6 machines à coudre et des dettes, cela représentait la différence entre la survie et la disparition de son entreprise. Un contrat avec l'État signifiait des crédits, de l'équipement, l'agrandissement des locaux de production, l'embauche de nouveaux employés et une croissance. C'est exactement ce qui s'est produit. Il convient également de mentionner ce que les nazis ont fait à l'industrie légère allemande dans son ensemble. Leur arrivée au pouvoir en 1933 s'est accompagnée d'une destruction immédiate des entreprises juives dans ce secteur. Avant 1933, l'industrie de la couture berlinoise était largement dominée par des entreprises juives, représentant des centaines de sociétés, des milliers d'emplois et un immense savoir-faire. Les lois antisémites et la persécution directe ont anéanti ce secteur. Certains employeurs ont émigré, d'autres ont été ruinés par des ventes forcées de biens, et certains ont été arrêtés. Il fallait combler le vide laissé par ces disparitions. L'État avait besoin des producteurs d'uniformes, et cette demande était encore plus pressante car il n'y avait plus de concurrents juifs. Hugo Boss se trouvait au bon endroit, au bon moment. Avec son expérience dans la production textile, son adhésion au parti, sa licence de production et 100 concurrents que le régime venait d'éliminer. Cela ne signifie pas qu'il a personnellement détruit l'entreprise de quelqu'un. Cela signifie qu'il a profité de la destruction des affaires d'autrui. La distinction est importante, mais pas au point d'être totalement négligée. Le système d'approvisionnement d'État en Allemagne nazie mérite une description à part entière, car il explique comment une usine provinciale dotée de 6 machines à coudre s'est transformée en 9 ans en une entreprise avec un chiffre d'affaires 90 fois supérieur à celui qu'elle avait auparavant. L'Office impérial de l'approvisionnement délivrait des licences de production. Obtenir une licence sans les bonnes connexions politiques était plusieurs fois plus difficile. Hugo Boss, avec son appartenance au parti depuis 1931 et son statut de membre parrain de la SS, se trouvait dans une situation privilégiée. Sa loyauté politique ne faisait pas de doute. Un fournisseur agréé recevait des commandes d'État à des prix fixes. Cela peut sembler intéressant, mais c'était en réalité encore mieux. Les prix étaient fixes, mais la qualité et le volume étaient strictement contrôlés par l'État. Un écart par rapport à la norme pouvait entraîner la perte de la licence. Cela imposait une discipline dans la production tout en garantissant une stabilité dans l'écoulement des produits. L'entrepreneur avait la possibilité de planifier les opérations de son usine plusieurs mois à l'avance, sans être affecté par les caprices du marché. Pour une entreprise en situation de crise, comme c'était le cas pour Hugo Boss au début des années 30, cela représentait une véritable planche de salut. Un client stable, qui ne risquait pas de faire faillite, de changer d'avis ou de retarder ses paiements. C'est l'État. En réalité, c'est grâce à l'État, et non au marché, que la société Hugo Boss a pu sortir de sa situation financière difficile. Il est essentiel de garder cela à l'esprit lorsque l'on entend l'histoire de cet entrepreneur allemand qui a bâti une grande marque à partir de rien, grâce à son travail et à son talent. Certes, le travail et le talent étaient présents. Toutefois, la base de cette réussite reposait sur les contrats d'État d'un régime fondé sur des crimes. La marque n'a pas émergé de nulle part. Elle a pris racine dans un système précis, dans des circonstances historiques particulières, avec une implication politique significative de son fondateur. Cela ne diminue en rien les succès commerciaux de l'entreprise dans les décennies d'après-guerre, qui sont bien réels. Cependant, ces succès n'auraient pas été possibles sans le socle établi dans les années 30 et 40. Ce socle était constitué de contrats nazis et de travail forcé. Les conséquences de cette imbrication se reflètent dans les chiffres. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 1932 s'élevait à 38 260 Reichsmark. C'étaient des fonds d'une entreprise en déclin, au bord de la faillite. Le bénéfice était de 5 000 Reichsmark, ce qui était presque dérisoire. D'ici 1941, le chiffre d'affaires avait grimpé à 3 300 000 Reichsmark. Cela représente une augmentation d'environ 90 fois en 9 ans. Le bénéfice est passé de 5 000 à 241 000 Reichsmark, soit une hausse presque 50 fois supérieure. Une telle croissance n'est pas envisageable dans une économie de marché normale. Cette statistique
concerne une entreprise soutenue par des contrats d'État du régime. Que produisait exactement l'usine de Mettingen? Cela a été documenté par plusieurs sources indépendantes. Les chemises brunes des SA, devenues les symboles de la violence nazie dans la rue dans les années 30. Les uniformes noirs des SS. Les tenues de la Hitlerjugend. Les uniformes de la Wehrmacht, à partir d'environ 1938. Les uniformes du corps automobile national-socialiste. En plus, il y avait des produits civils pour les structures gouvernementales. Les employés des postes, les cheminots, les policiers. Pour Boss, peu importait qui passait commande, tant que le paiement était assuré. Cependant, le principal client demeurait l'État, et le produit phare était l'uniforme du Troisième Reich. Il est nécessaire de clarifier deux mythes qui entravent régulièrement la bonne compréhension de cette histoire. Le premier mythe est que Hugo Boss a conçu et créé l'uniforme des SS. C'est faux. Il est fabriqué en répondant à des commandes, mais il n'était pas le designer. L'uniforme noir des SS, devenu l'un des principaux symboles visuels du nazisme, a été conçu en 1932 par deux personnes qui n'avaient aucun lien avec l'entreprise de Boss. L'Oberführer SS, le professeur Karl Diebich, était responsable de la conception générale et du patronage. Quant au graphiste Walter Eck, il a dessiné le logo, ces deux runes SIG, les éclairs jumelés, qui sont aujourd'hui instantanément reconnaissables dans le monde entier. Pour ce logo, qui est l'un des symboles les plus identifiables du mal dans l'histoire de l'humanité, Eck a reçu une rémunération de 2 Reichsmark 50 Pfennig. Le patron basé à Berlin recevait des modèles prêts, des plans, ainsi que des spécifications techniques. Sa mission était purement axée sur la production, assembler selon le patron, respecter les normes de qualité et réaliser les commandes dans les délais impartis. Il n'était pas un couturier de la partie nazie, mais plutôt un entrepreneur de production pour celle-ci. Cette distinction est importante dans l'histoire de la mode, mais elle ne l'est pas du point de vue de la complicité morale. Un uniforme réalisé selon un projet extérieur effraie les gens tout autant. Un autre mythe persistant est que Hugo Boss était le « tailleur personnel d'Hitler ». Ce titre apparaît encore dans certaines publications. Cependant, il n'a pas de fondement documentaire. Hitler commandait ses vêtements personnels à d'autres fournisseurs dans des ateliers de luxe à Munich et à Berlin. Son personnel atteste de cela dans leurs témoignages d'après-guerre. Hugo Boss fabriquait des uniformes pour des organisations et des structures gouvernementales, plutôt que des pièces individuelles pour les hauts dignitaires. Le qualifier de « tailleur d'Hitler » est accrocheur pour un titre, mais c'est faux. Les faits réels sont suffisamment lourds sans être mythifiés. Il existe un autre aspect rarement évoqué lorsqu'on parle de Hugo Boss et des uniformes nazis. Il s'agit de la signification d'obtenir une licence de production étatique en 1933 dans le contexte de l'élimination des concurrents. Avant cette date, l'industrie de la couture en Allemagne était en grande partie entre les mains de Juifs, notamment à Berlin. Cela représentait des centaines d'entreprises, des milliers d'emplois et un immense savoir-faire professionnel. Les lois raciales nazies et les persécutions directes ont anéanti ce secteur en quelques années. Certains propriétaires ont émigré, abandonnant tout. D'autres ont été ruinés par des ventes forcées à bas prix dans le cadre de ce qu'on appelait l'arianisation des entreprises. Certains ont été arrêtés. Les places laissées vacantes devaient être occupées. L'État avait besoin de fabricants d'uniformes, et la demande était d'autant plus forte que les concurrents juifs avaient été récemment éliminés. Hugo Boss était au bon endroit au bon moment, avec son expérience en production, son adhésion au parti, sa licence et sans concurrent, que le régime avait chassé du marché. Cela ne signifie pas qu'il ait personnellement détruit une entreprise spécifique. Cela signifie qu'il a profité de cette destruction. Lorsque le marché s'est libéré, Hugo Boss a su en tirer parti. La différence entre avoir détruit et avoir profité de la destruction est significative, mais pas au point d'être complètement ignorée. Roman Kuster décrit dans son livre cela comme un double avantage. Boss a obtenu à la fois des contrats gouvernementaux et un espace de marché libéré. Ces deux avantages étaient directement liés aux politiques nazies. Ils ont été possibles précisément parce que Boss était à l'intérieur du système et non à l'extérieur. Cela remet également en question l'explication courante du « je n'avais pas le choix »
Tout le monde avait le choix. Certains ont émigré, d'autres ont fermé leurs affaires. Certains ont produit des biens civils, évitant les contrats militaires. Cela était difficile, cela nécessitait des sacrifices, mais c'était réalisable. Hugo Boss a fait un autre choix. Et il a reçu en retour un bénéfice concret, mesurable, en Reichsmark. Voici quelques-uns de ces faits réels qui sont rarement mentionnés. Premièrement, en 1933, l'entreprise a publié une annonce dans des revues commerciales allemandes. Dans cette annonce, il était écrit de manière explicite que l'usine de Hugo Boss était fournisseur d'uniformes national-socialistes depuis 1924. Il ne cachait pas ce lien, il en était fier et l'utilisait comme un argument de vente. En 1933, être fournisseur d'uniformes nazis n'était pas considéré comme une honte, mais plutôt comme un atout commercial. Deuxièmement, l'expansion des capacités de production a progressé en parallèle avec l'augmentation de l'implication dans le parti. En 1936, l'usine avait connu une expansion significative. Le nombre d'employés permanents avait augmenté. Les surfaces de production s'étaient élargies. De nouveaux équipements avaient été acquis. Tout cela a été rendu possible grâce aux contrats gouvernementaux et n'aurait pas été faisable sans l'appartenance au parti et les liens établis par le biais du parrainage de la SS. Troisièmement, la proportion de produits civils et militaires a évolué au fil des années. Au début des années 30, une large part de la production était constituée de vêtements civils, uniformes postaux, uniformes ferroviaires, uniformes de police. À la fin des années 30 et durant les années de guerre, la production militaire et partisane est devenue prédominante. L'usine située à Mettingen s'était essentiellement transformée en site de production militaire. Quatrièmement, en 1938, lorsque la fabrication des uniformes de la Wehrmacht a commencé, l'échelle de production n'avait plus rien à voir avec celle d'un petit atelier provincial d'il y a 10 ans. C'était devenu une véritable entreprise industrielle, intégrée dans l'économie de guerre d'un pays préparant une guerre totale. Si vous souhaitez explorer des histoires qui sont à la fois plus simples et plus complexes que ce que l'on pourrait penser, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le nom d'une autre marque ou d'une personnalité historique dont vous aimeriez connaître un fait gênant. Abonnez-vous également à la chaîne, nous examinons régulièrement de telles histoires. Maintenant, abordons la partie la plus difficile. Parlons des personnes qui ont travaillé à l'usine de Hugo Boss, non pas par choix. En 1941, l'Allemagne était engagée dans plusieurs conflits simultanément. Des millions d'hommes avaient été mobilisés. L'industrie allemande avait un besoin urgent de main-d'œuvre, car l'armée devait être approvisionnée en continu et en grande quantité. Le régime a proposé une solution: travailleurs étrangers des territoires occupés. Le terme officiel en allemand était Ostarbeiter, ce qui signifie travailleurs de l'Est. En pratique, cela se traduisait par des interventions dans les pays occupés comme la Pologne, l'Union soviétique, l'Ukraine et la France. Ils allaient de village en village. Ils prenaient des gens, les mettaient dans des wagons de marchandises, les transportaient en Allemagne. Ils étaient ensuite répartis dans des usines, des mines et d'autres sites de production. Refuser de partir signifiait s'exposer, ainsi que sa famille, à un danger considérable. Il était impossible de quitter le pays de son propre chef. Une telle tentative entraînait des poursuites pénales, des camps, voire la mort. L'usine de Hugo Boss à Mettingen a reçu 140 de ses travailleurs. La majorité étaient des femmes originaires de Pologne et de l'Union soviétique. De plus, d'octobre 1940 à avril 1941, 40 prisonniers de guerre français ont également été employés à l'usine. Au total, il y avait 180 personnes privées de liberté qui travaillaient pour le compte d'une entreprise privée. Il est important de saisir l'ampleur de ce chiffre. À cette époque, environ 300 employés allemands œuvraient dans l'usine. Ainsi, plus d'un tiers de la main-d'œuvre était constituée de travailleurs forcés. Ce n'est pas un détail marginal de la production, mais bien une composante structurelle. Mettingen, durant les années de guerre, était une petite ville schwabienne. Elle comptait quelques milliers d'habitants. Les travailleurs forcés étaient amenés par train. Ils résidaient dans des baraques, soit directement sur le site de l'usine, soit à proximité immédiate. Les ouvriers allemands de la même usine vivaient dans la ville, dans des maisons normales, rentraient chez eux après leur service, prenaient leur repas dans leur cuisine et dormaient dans leur lit.
Les travailleurs forcés, eux, n'avaient pas cette chance. Leurs mouvements étaient strictement contrôlés. Les droits et privilèges urbains leur étaient interdits. L'État imposait le port de signes distinctifs sur leurs vêtements. Pour les Polonais, il s'agissait d'une lettre P bleue dans un cercle jaune. Pour les citoyens soviétiques, une inscription OST sur fond sombre. Enlever ces signes dans un lieu public était considéré comme une infraction pénale, entraînant des sanctions. Ils ne pouvaient pas utiliser les mêmes magasins que les Allemands, ni les mêmes moyens de transport, ni les mêmes lieux publics, ni les mêmes cantines. Ils évoluaient dans un espace parallèle, physiquement proche de la ville allemande, mais totalement séparés par un système d'interdiction. La durée de la journée de travail était de 12 heures. Cela est corroboré par plusieurs témoignages de survivants recueillis après la guerre. 12 heures passées derrière une machine à coudre. Ensuite, retour au baraquement, puis à nouveau 12 heures. Pour les ouvriers allemands de la même usine, l'écart de travail était nettement plus court. Les normes alimentaires en Allemagne nazie étaient officiellement différenciées selon des critères raciaux. Les Allemands avaient droit à un certain niveau de calories, tandis que les travailleurs étrangers en recevaient moins. Cela ne relevait pas d'une pratique isolée de quelques employeurs cruels, mais d'une politique d'État, inscrite dans des instructions officielles. Concernant l'assistance médicale, elle était pratiquement inexistante. Si quelqu'un tombait malade, c'était son problème. En cas de blessure sur le lieu de travail, c'était également son souci. Aucun mécanisme de protection n'existait, aucune responsabilité officielle de l'employeur envers la santé des travailleurs forcés. Les alertes aériennes étaient fréquentes. Depuis 1943, les Alliés avaient commencé des bombardements systématiques des zones industrielles allemandes. Stuttgart et ses environs subissaient régulièrement des frappes. Lorsque la sirène hurlait à Mettingen, les ouvriers allemands et les habitants se dirigeaient vers les abris anti-bombes. Les travailleurs forcés, quant à eux, restaient dans les ateliers ou dans les baraques. Ce n'était pas une cruauté individuelle ni un oubli, c'était un ordre officiel. Les travailleurs étrangers n'avaient pas le droit d'occuper les places dans les abris réservés aux Allemands. Certains se réfugiaient sous des structures en béton, tandis que d'autres restaient à l'extérieur, attendant que les bombardiers passent au-dessus d'eux. Un témoignage poignant est celui de Jan Kondak, un travailleur polonais qui a passé de 1942 à 1945 dans l'usine. Son récit est simple, concret, sans rhétorique. Dans les baraques, il y avait des poux et des puces. La nourriture était très limitée. Quand l'alerte retentissait, les collègues allemands descendaient dans les abris. Il est resté. Ce sont ces mots, consignés dans les documents que les historiens Timm et Koster ont utilisés pour rédiger leurs recherches. Pour saisir la signification réelle de ces conditions, il faut envisager une journée précise dans la vie d'un individu. Le réveil à l'aube. Le baraquement, un long bâtiment en bois, est bondé. Les lits sont superposés en 2 ou 3 niveaux. Les lavabos sont communs. En hiver, on souabe, il fait froid et les baraquements sont à peine chauffés. Le petit déjeuner, standardisé par le camp, est inférieur à ce que reçoivent les travailleurs allemands de l'autre côté de la clôture. Puis, direction l'atelier. 12 heures passées devant une machine à coudre. La fabrication d'uniformes exige une grande précision. Chaque couture doit être correcte, chaque angle doit être juste, chaque point doit être soigné. Si l'on travaille lentement ou si l'on commet une erreur, le chef d'atelier s'en rend compte. Les conséquences varient, mais sont toujours désagréables. À midi, retour à la cuisine du camp. Ensuite, c'est de nouveau l'atelier. Le soir, retour au baraquement. Sur les vêtements, une étiquette que l'on ne peut pas enlever. Impossible d'aller au magasin le plus proche. Lors des promenades dominicales en ville, il est interdit de s'y rendre sans autorisation. Aller à l'église allemande n'est permis qu'avec une autorisation spéciale. Accéder à la cantine allemande est interdit jusqu'à la fin de l'année 1943. Et cela uniquement parce qu'Hugo Boss avait réussi à obtenir cette permission pour des raisons de productivité. Et puis, la sirène d'alerte retentit. Les collègues allemands descendent à l'abri,
Et toi, tu restes. C'était la vie de Jan Kondak pendant 3 ans. 1942, 43, 44, 45. 3 années passées devant une machine à coudre dans une petite ville étrangère. Avec une étiquette sur ses vêtements. Avec l'interdiction d'aller à l'abri anti-aérien. Avec des poux et des puces dans le baraquement. Lorsque les troupes américaines et françaises ont libéré les travailleurs forcés en avril 1945, Jan Kondak était encore en vie. Beaucoup d'autres ne l'étaient pas. Ceux qui ont travaillé dans d'autres endroits, dans d'autres conditions, sous d'autres surveillants, n'ont souvent pas survécu jusqu'à la libération. À l'usine Hugo Boss, les conditions étaient, selon les critères historiques, parmi les moins sévères. Ce n'est pas un compliment, c'est simplement un constat. Il y avait pire. Mais pas les plus sévères et normales sont fondamentalement des notions différentes. Elisabeth Kubala-Bem est retournée en Pologne. On ne sait pas en détail comment s'est poursuivie sa vie. Elle a laissé des témoignages que les historiens ont utilisés pour reconstruire ce qui s'est passé à l'usine. C'est tout ce qui est connu d'elle en public. Anna Gisterek, elle aussi, est rentrée. Sa sœur, en revanche, n'est pas revenue. Józefa est restée à Mettingen pour toujours. Elżbieta Kubala-Bem est arrivée à l'usine en avril 1940. Ni volontairement, ni pour de l'argent. Elle a tout simplement été prise. Dans ses souvenirs, il n'y avait pas de conditions particulières, ni pour les femmes, ni pour celles qui avaient des enfants. Aucun accès aux soins médicaux. Des quarts de 12 heures. L'étiquette « P » était parfois enlevée distraitement pendant quelques minutes lorsque personne ne regardait. Juste pour ressentir un instant ce que c'est d'être un être humain sans une étiquette gouvernementale. Ce geste d'enlever un morceau de tissu, de rester sans marquage pendant 15 minutes, était peut-être leur unique moyen d'opposition, petit, silencieux et personnel. Anna Gisterek se souvenait également que parfois, elle et sa sœur Józefa retiraient leurs étiquettes quand elles se retrouvaient seules dans la chambre. Pour un court instant, en secret. Maintenant, il s'agit d'une histoire qui ne peut plus être racontée en passant. Józefa Gisterek est arrivée à l'usine de Mettingen en octobre 1941, accompagnée de sa sœur Anna. Elle devait avoir environ 20 ans à cette époque. Après avoir passé plusieurs semaines dans un pays étranger, vivant dans un baraquement, travaillant derrière une machine à coudre et sous la surveillance de personnes inconnues, elle se sentit poussée à agir. En décembre de la même année, à peine 2 mois après son arrivée, elle prit la décision de fuir. Son désir était de retourner en Pologne, auprès de son père et de ses jeunes frères et sœurs. Malheureusement, elle fut arrêtée par la Gestapo. Ce mot ne se limite pas à un simple terme. Il implique toute une série de procédures. D'abord, elle fut arrêtée, puis interrogée et enfin déportée. Son premier lieu de détention fut Auschwitz, suivi de Buchenwald. Là, elle subit des violences physiques sévères. Cette brutalité est bien documentée dans des archives historiques, corroborées par plusieurs sources indépendantes. Hugo Boss, profitant de ses relations au sein du système nazi, réussit à obtenir son retour à Mettingen. Les raisons exactes de cette intervention restent floues. Peut-être avait-il besoin de main-d'œuvre, ou peut-être ressentait-il une certaine culpabilité. Il est aussi possible que ces deux motivations aient joué un rôle, mais il est impossible de déterminer la proportion exacte. Ses capacités d'influence sur le système étaient réelles, ce qui est démontré par le succès de son intervention. Elle retourna donc à l'usine. Cependant, le chef d'atelier la harcelait systématiquement. D'après les témoignages d'autres ouvriers, il ne lui laissait aucun répit. En juillet 1943, Józefa Gisterek mit fin à ses jours à Mettingen. Elle se suicida dans l'usine qui fabriquait des uniformes pour l'armée du pays qui avait envahi sa patrie. À ce moment-là, elle avait environ 20 ans. Hugo Boss prit en charge ses funérailles et paya le voyage de sa famille venue de Pologne. Selon les documents, aucun autre employeur dans une situation similaire n'avait agi de la sorte. Les historiens notent ce geste, mais cela n'annule en rien ce qu'elle avait subi auparavant, ni le système dont Hugo Boss était un participant convaincu. Il est important de s'attarder sur cette histoire, car elle ne se limite pas à une illustration de la cruauté du système,
Elle met en lumière la vie d'une personne qui a pris une série de décisions difficiles. Lorsque Józefa Gisterek tenta de s'enfuir en décembre 1941, elle commit un acte considéré comme un crime en vertu des lois nazies. Le fait de s'échapper en tant que travailleur forcé était passible de sanctions sévères. La Gestapo appliquait ses procédures: arrestation, interrogatoire, puis déportation. C'était inévitable et prévisible, car le système fonctionnait ainsi. Hugo Boss prit connaissance de sa fuite. Les modalités de cette information restent incertaines. Peut-être que le chef d'atelier l'a signalé, ou que l'administration du camp l'a informé, ou bien il a découvert la situation par d'autres moyens. Quoi qu'il en soit, il prit une décision qui dépassait le comportement habituel d'un employeur. Il utilisa ses connexions. Son adhésion au parti nazi depuis 1931, son soutien à la SS et ses relations dans le système lui donnaient des leviers d'influence que n'avait pas un simple entrepreneur. Il réussit à faire revenir Józefa à Mettingen, depuis Auschwitz et Buchenwald, vivante. Ce fut un acte sans précédent. Les historiens qui ont étudié l'histoire du travail forcé en Allemagne nazie n'ont pas trouvé d'autre cas où un employeur était intervenu pour sortir un travailleur forcé d'un camp de concentration. Cela montre que Hugo Boss avait un réel pouvoir et qu'il a choisi de l'exercer. Pourquoi? Il n'y a pas de réponse définitive. Peut-être en raison d'une nécessité de production. Les couturières qualifiées étaient précieuses. Peut-être qu'il ressentait une forme de remords. Une autre hypothèse, et la plus dérangeante, serait qu'il s'agissait d'un acte de pouvoir. Prouver au système qu'il pouvait influencer le destin des individus dans les deux sens. Nous ne le saurons jamais. Boss n'a jamais expliqué cela, que ce soit lors du tribunal de dénazification ou dans un autre document. Józefa est revenue à Mettingen. Le maître de l'atelier a commencé à la harceler systématiquement. Cela est également documenté. D'autres ouvriers ont par la suite raconté avoir vu comment il la persécutait. En ce qui concerne Boss, il n'y a aucune trace dans les archives indiquant qu'il était au courant ou qu'il a réagi. Peut-être qu'il le savait et ne s'est pas mêlé de la situation. Peut-être qu'il n'en avait aucune idée. Dans une petite usine provinciale, il est difficile de cacher quelque chose aux propriétaires. En juillet 1943, Józefa s'est suicidée. Hugo Boss a pris en charge ses funérailles. Il a organisé le transport du corps. Il a également financé le voyage de sa famille depuis la Pologne, y compris son père et peut-être sa sœur Anna. Cela est également sans précédent. Payer le voyage de la famille d'une ouvrière forcée d'un pays occupé pour faire ses adieux à la défunte. De tels cas sont rares dans les documents historiques concernant le travail forcé durant l'époque nazie. Ce que cela révèle sur Hugo Boss en tant qu'individu est difficile à juger. Ce n'est pas une vertu qui compense sa complicité. Ce n'est pas non plus une preuve d'intention malveillante qui pourrait tout expliquer. C'est simplement un élément du portrait d'un homme qui possédait à la fois la cruauté d'un complice et quelque chose qu'il considérait peut-être comme sa conscience. L'histoire a connu de nombreuses personnes ayant ces deux dimensions en même temps. Cela ne diminue en rien leur culpabilité. Cela les rend simplement moins faciles à caractériser. Un document qui a été conservé dans les archives et qui en dit probablement plus que tout le reste est le procès-verbal d'une réunion au début de l'année 1944. Hugo Boss a demandé au directeur du camp de travail la permission de nourrir les ouvrières polonaises de l'usine dans la cantine de l'usine plutôt que dans le baraquement du camp. Cela pourrait sembler un geste humanitaire. Cependant, le procès-verbal contient sa propre formulation. Il a déclaré sans détour « Cette mesure n'est pas motivée par une préoccupation particulière pour les femmes polonaises. » L'objectif est d'assurer la productivité du travail, car la nourriture qu'elles recevaient dans le camp, qu'il a qualifiée de « saleté inhumaine », était insuffisante pour une production de travail normale. Saleté inhumaine. Ce sont ses propres mots, consignés dans le procès-verbal officiel. Il a vu comment les gens qui travaillaient pour son entreprise étaient nourris. Il savait que c'était intolérable. Et il a agi. Non pas parce qu'il souffrait, mais parce qu'il ne travaillait pas correctement en raison de la faim.
La différence est minime selon les normes d'un protocole commercial. En termes humains, elle est fondamentale. Ce document est conservé dans les archives. Il n'a pas disparu. En 1945, la guerre était clairement perdue pour l'Allemagne. Les troupes françaises ont occupé Mettingen en avril 1945. Lorsqu'elles sont entrées dans l'appartement d'Hugo Boss, une photographie était accrochée au mur. Lui et Adolf Hitler se trouvaient à l'Obersalzberg, la résidence montagnarde du Führer. Cette photographie était toujours accrochée au mur. En avril 1945, lorsque Berlin était assiégé. Lorsque Hitler mit fin à ses jours, le 29e avril, toute personne ayant le moindre instinct de survie aurait retiré ce cliché depuis longtemps. Hugo Boss ne l'a pas fait. Le portrait était toujours présent. Les Français l'ont vu. Cela a été inclus dans les pièces du dossier. Les Alliés ont mis en place des commissions de dénazification, un processus de purification politique de la société. Environ 16 millions d'Allemands ont rempli des questionnaires détaillés concernant leur biographie politique. Mettingen se trouvait dans la zone française. En 1946, le tribunal a rendu son verdict. Activiste, partisan et bénéficiaire du national-socialisme. Cela a entraîné la perte du droit de vote, la perte du droit d'exercer une activité commerciale, une amende de 100 000 Reichsmark. Il a interjeté appel. L'instance d'appel a reclassé sa situation dans la catégorie « compagnon de route » et a réduit l'amende. L'historien Koester n'est pas d'accord avec cette évaluation. Les données indiquent un partisan et non un compagnon de route. Son adhésion au parti en 1931 constitue l'argument principal. La procédure de dénazification mérite une description à part entière, car sans comprendre son fonctionnement, il est difficile d'évaluer la signification de la condamnation d'Hugo Boss. Les Alliés ont élaboré un système de 5 catégories. La première catégorie concerne les principaux coupables. Ce sont les organisateurs, les dirigeants, les personnes ayant une responsabilité directe pour les crimes du régime. La deuxième catégorie inclut les activistes, les militaristes et les bénéficiaires. La troisième catégorie concerne les coupables mineurs. La quatrième catégorie est celle des compagnons de route. La cinquième catégorie regroupe les innocents. Hugo Boss a initialement reçu la deuxième catégorie lors de l'examen, activistes, partisans et bénéficiaires. C'est une qualification très sérieuse. Cela signifie que le tribunal a considéré que la personne n'était pas simplement présente sous le régime, mais qu'elle l'a activement soutenu et en a tiré profit. Cette même catégorie comprenait de nombreux fonctionnaires nazis, criminels de guerre et dirigeants de partis. Boss, en tant qu'entrepreneur et personne privée, a reçu précisément cette qualification. Cependant, l'appel a réduit sa catégorie à la quatrième, celle des compagnons de route. En allemand, le mot « Mitläufer » signifie littéralement « celui qui court avec les autres ». C'est une personne qui se laisse entraîner par la foule, mais qui n'est pas un moteur de celle-ci. C'est une qualification très douce. Et c'est précisément cela qui explique pourquoi l'entreprise a continué à exister après la dénazification. L'historien Koester, après avoir examiné tous les documents, a conclu que la classification d'appel ne correspondait pas à la réalité. Un partisan convaincu, entré dans le parti avant l'arrivée des nazis au pouvoir, ayant financé la SS et s'étant intégré progressivement aux structures du régime pendant 10 ans, ce n'est pas un compagnon de route, c'est un participant. Ce qui est arrivé à l'entreprise durant la période de dénazification est une question distincte. Hugo Boss a personnellement été privé de son droit d'exercer une activité commerciale. Cependant, l'usine a continué à fonctionner, car elle n'appartenait plus uniquement à lui, et parce que les autorités d'occupation françaises avaient besoin d'entreprises opérationnelles pour produire des uniformes pour leurs troupes. L'ancienne usine nazie, qui fabriquait des uniformes pour la Wehrmacht, a immédiatement commencé à produire des uniformes pour l'armée française, sur les mêmes machines, avec les mêmes mains. Simplement un autre client, à nouveau d'État. Le 9 août 1948, Hugo Ferdinand Boss est décédé à Metzingen d'une infection causée par un abcès dentaire. Il avait 63 ans. La direction de l'entreprise a été transférée à son gendre, Eugen Oily.
l'atelier a continué à produire des uniformes, cette fois pour les troupes d'occupation française, la Croix-Rouge, ainsi que pour les policiers et les facteurs. Les mêmes machines, un client différent. En 1954, un tournant, les costumes pour hommes. Les petits-fils d'Hugo par sa fille, Jochen et Uwe Oili, ont commencé à développer la marque sur les marchés internationaux dans les années 70 et 80. En 1988, l'entreprise a été cotée en bourse. En 1991, le groupe italien Marzotto a acquis la société. À partir de ce moment, la famille Boss a légalement disparu de l'entreprise qui portait son nom. Le nom est resté, l'histoire a disparu. Le silence sur le passé militaire était devenu la norme, et non un complot. Il convient également de mentionner comment l'image d'après-guerre de Hugo Boss a été construite, car cela ne relève pas du hasard. En 1954, la décision de se réorienter vers les costumes pour hommes était un choix commercial. L'économie de l'Allemagne de l'Ouest était en plein essor, la classe moyenne s'enrichissait et la demande pour des vêtements professionnels de qualité augmentait. L'atelier de Metzingen avait acquis l'art de coudre de manière précise et rapide. Les compétences développées au fil des années de production d'uniformes militaires se sont révélées applicables au prêt-à-porter civil. Cependant, ce qui était plus important que les compétences techniques, c'était le positionnement. Hugo Boss vendait la qualité allemande, cultivant l'image de précision et fiabilité allemande que la République fédérale d'Allemagne d'après-guerre cherchait activement à promouvoir. Un pays désireux d'oublier son passé construisait une nouvelle réputation, technologique, de qualité et disciplinée. Mercedes, Siemens, Hugo Boss, tous exploitaient le même récit. Dans les années 60, l'entreprise a commencé à sortir des frontières du marché allemand. Dans les années 70, elle a collaboré activement avec le sport professionnel. Dans les années 80, elle est devenue un symbole de l'époque. Les Yuppies, de jeunes professionnels en costumes coûteux et la culture de bureau. Hugo Boss s'est parfaitement intégré à cette image. C'est à ce moment-là que s'est formé le portrait que nous connaissons aujourd'hui. Strict, cher, allemand, avec une longue histoire. D'ailleurs, dans le récit marketing, la longue histoire commençait à partir de 1924, date de fondation, et sautait immédiatement aux années 50 et 60. La période de 1933 à 1945 était un trou noir. 12 années qui n'existaient officiellement pas. En 1988, l'entreprise a été introduite en bourse. Dans le prospectus d'émission, la période militaire de l'histoire n'était pas mentionnée. Cela n'a suscité aucune question, car le temps était différent, et cela faisait simplement partie de la norme de l'Allemagne de l'Ouest d'après-guerre. Qui posait des questions sur les années de guerre de l'atelier de Metzingen? Presque personne. Hugo Boss construisait une image d'élégance et de précision allemande. Cette image était totalement en contradiction avec l'histoire des années 30 et 40. C'est sur cette rupture que le silence a perduré pendant près de 50 ans. Pour comprendre à quel point ce silence était total, il est essentiel de parler de ce qui se passait dans la société allemande durant ces décennies. En 1961, à Jérusalem, Adolf Eichmann, l'un des principaux architectes de l'Holocauste, fut jugé. Ce procès fut diffusé à la télévision. Hannah Arendt couvrit cet événement pour un magazine américain et écrivit par la suite un ouvrage intitulé « La banalité du mal », considéré comme l'un des livres les plus significatifs du XXe siècle sur la nature du mal bureaucratique. Au cours de son procès, Eichmann répétait qu'il ne faisait qu'exécuter des ordres, qu'il était un fonctionnaire, qu'il accomplissait simplement son travail. Arendt démontra que c'était précisément ce mécanisme qui rendait possible les crimes de masse. Ce ne sont pas des monstres, mais des gens ordinaires, remplissant des rôles dans un système. En 1968, des étudiants allemands défilèrent dans les rues, s'interrogeant notamment sur les actions de leurs parents pendant l'ère nazie. Ce mouvement, connu sous le nom de « Génération de mai 68 », força la société ouest-allemande à aborder son passé de manière publique. Cependant, les discussions portaient surtout sur les crimes d'État, les dirigeants politiques et les militaires. Le passé corporatif, qui incluait l'histoire de certaines usines, banques et compagnies d'assurance, restait relativement dans l'ombre. Dans les années 70 et 80,
Des programmes scolaires obligatoires sur l'histoire de l'Holocauste furent introduits en Allemagne de l'Ouest. Des complexes mémoriaux furent érigés sur les sites des camps de concentration. L'État reconnut officiellement la responsabilité de l'Allemagne pour les crimes nazis. Ce fut un chemin important que la société allemande emprunta, allant plus loin que la plupart des pays ayant des histoires similaires. Toutefois, le monde corporatif avançait à un rythme plus lent. Il n'existait aucune loi obligeant les entreprises à réfléchir publiquement sur leur histoire militaire. Aucun registre des complices corporatifs n'était établi. La dénazification avait infligé des sanctions aux individus avec des degrés et des justices variables. Les entreprises, quant à elles, furent presque épargnées. Les personnes morales ne furent pas traduites en justice. Elles continuèrent leurs activités sous le même nom et avec les mêmes infrastructures de production. Parfois, elles conservaient même les mêmes individus à des postes de direction. Ce silence avait plusieurs dimensions qu'il était essentiel de distinguer. La première dimension était le silence à l'intérieur des entreprises. Les employés de Hugo Boss, dans les années 50, 60 et 70, ignoraient souvent les détails de la période militaire ou choisissaient de ne pas aborder ce sujet. C'était une norme générale en Allemagne. La première génération d'après-guerre se concentrait sur la reconstruction et la création de quelque chose de nouveau, tandis que la seconde, les enfants des années 60, posaient des questions délicates, mais principalement sur les crimes d'État, plutôt que sur l'histoire corporative de certaines usines de confection. Le passé corporatif demeurait dans l'ombre. La deuxième dimension du silence se situait dans le domaine du marketing. L'entreprise n'évoquait jamais dans ses supports publicitaires la période militaire de son histoire. La marque se construisait sur des images de modernité, de réussite et de virilité. Aucun récit historique n'était présent, aucune mention du fondateur en tant que personne avec une biographie précise. Hugo Boss était simplement un nom, un logo attrayant, un signe de qualité. La troisième dimension du silence se manifestait dans l'espace public. Pendant des décennies, cette histoire ne fut pas l'objet d'un débat public large. Plusieurs travaux académiques et quelques articles de presse ont été publiés, mais il n'y a pas eu de véritable discussion publique sur le sujet. Les journalistes qui ont tenté d'aborder cette question se sont heurtés à un silence corporatif. Le service de presse ne fournissait aucun commentaire, les archives restaient fermées, et les historiens n'étaient pas autorisés à accéder aux documents. C'est pourquoi, lorsque la situation a commencé à évoluer à la fin des années 90, les changements ont été ressentis avec une grande intensité. Les archives se sont ouvertes. Les avocats ont déposé des plaintes. Les médias ont commencé à diffuser des articles mentionnant des noms précis et des faits concrets. L'entreprise s'est alors retrouvée face à un choix crucial: continuer à se taire ou prendre la parole. Le silence n'était plus une option viable. Cependant, il était aussi nécessaire de s'exprimer avec prudence. C'est dans ce contexte qu'un mandat a été donné à Elisabeth Timm pour mener une recherche interne qui ne sera finalement pas publiée. Ce travail était un sondage. Il s'agissait d'évaluer le contenu des archives, la gravité de l'histoire et la nature des preuves. L'entreprise souhaitait connaître la vérité, mais n'était pas prête à la partager avec le public. Timm a réalisé son travail avec intégrité. Les documents révélaient ce qu'ils révélaient: du travail forcé, des noms précis, des conditions spécifiques. L'entreprise a pris le rapport et l'a mis de côté. Timm a attendu plusieurs années avant de publier les informations par elle-même. En effet, un historien réalisant une recherche dans les archives a une responsabilité envers l'histoire, et non seulement envers la société qui l'a rémunérée. C'est un acte concret d'une personne déterminée qui mérite une attention particulière. Elisabeth Timm aurait pu choisir le silence. Elle aurait pu accepter paisiblement son paiement et tourner la page. Au lieu de cela, elle a décidé de publier. Cette décision lui a coûté ses relations professionnelles avec l'entreprise. Cependant, cela a permis à la vérité d'émerger, 12 ans avant que l'entreprise n'ose procéder à une reconnaissance officielle en 2011. Le tournant a eu lieu à la fin des années 80. L'histoire de la pression juridique sur Hugo Boss à la fin des années 90 s'inscrit dans un phénomène plus large que les historiens appellent la deuxième vague de compensation liée à l'Holocauste. La première vague avait eu lieu immédiatement après la guerre. Réparation, amendes de dénazification et diverses actions en justice.
Bien qu'elle ait résolu certaines questions, elle n'a pas tout réglé. De nombreux survivants et leurs familles ignoraient souvent qu'ils pouvaient demander des compensations, manquaient de force ou de ressources pour mener des procès, ou simplement souhaitaient oublier et reprendre leur vie. À l'approche des années 90, la situation a évolué. Les survivants avaient vieilli et prenaient conscience du temps qui passait. Leurs enfants et petits-enfants aspiraient à la justice. Des cabinets d'avocats spécialisés ont vu le jour, prêts à travailler selon le principe « pas de victoire, pas d'honoraires », ce qui a considérablement abaissé le seuil d'accès à la justice pour les victimes. Les archives se sont ouvertes et de nouvelles preuves ont émergé. Aux États-Unis, durant les années 90, les tribunaux étaient de plus en plus enclins à accepter des plaintes de citoyens étrangers contre des entreprises étrangères, en raison de plusieurs décisions de jurisprudence qui avaient élargi la compétence des tribunaux américains. Les entreprises allemandes se sont trouvées vulnérables. Leurs produits étaient vendus aux États-Unis, leurs actions étaient échangées sur des bourses américaines, et elles avaient des clients et partenaires américains. Tout cela créait des bases juridiques solides. C'est pour cette raison que la réaction des entreprises allemandes à la fin des années 90 a été si rapide et bien organisée. Au lieu de se battre en justice pour chaque cas individuel, les plus grandes entreprises allemandes ont créé un fonds commun, l'Initiative du monde des affaires allemands, pour indemniser les travailleurs forcés, et ont négocié avec le gouvernement américain une formule de règlement. En échange de paiement au fonds, la partie américaine s'est engagée à aider à mettre fin aux poursuites judiciaires. La société Hugo Boss a décidé de s'associer à cette initiative. La contribution s'élevait à environ 1 million de dollars, alors que le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise se compte en centaines de millions. Il s'agissait d'un calcul commercial judicieux, verser dans un pot commun, obtenir une protection juridique contre des actions en justice individuelle et ainsi clore le chapitre. Ce n'était pas de l'altruisme, mais ce n'était pas non plus un désintérêt total. C'était du pragmatisme d'entreprise dans toute sa splendeur. La chute du mur de Berlin en 1989 a ouvert les archives d'Europe de l'Est, notamment polonaises, soviétiques et ukrainiennes, contenant des documents avec des noms précis, des entreprises spécifiques et des parcours de vie déterminés. Aux États-Unis, la pression juridique s'intensifiait. Des avocats spécialisés dans les actions en justice au nom des victimes ont commencé à examiner systématiquement les sociétés allemandes. En 1999, des actions juridiques contre Hugo Boss ont été officiellement lancées. La même année, la société a rejoint l'initiative des entreprises allemandes pour indemniser les travailleurs forcés en versant environ 1 million de dollars. L'historienne Elisabeth Timm a été chargée de réaliser une étude interne sur la période de guerre. Timm a accompli son travail et rédigé un rapport, mais l'entreprise a choisi de ne pas le publier et l'a mis de côté. Elle a donc décidé de publier son étude de manière indépendante, sans lien avec la société. Cela signifie que l'entreprise connaissait la vérité depuis le tournant du millénaire et a gardé le silence pendant 12 ans. En 2011, la monographie officielle de Roman Koster, intitulée « Hugo Boss, 1924-1945 », a été publiée. Le livre a vu le jour et la société a exprimé un profond regret. Elle n'a pas présenté d'excuses, mais a fait référence à un regret, une distinction juridiquement significative. Koster a affirmé sans détour que l'entreprise avait clairement bénéficié du national-socialisme et que Boss était un partisan du régime et non simplement un contractant. Le fils de Hugo Boss, Siegfried, a déclaré dans une interview « Bien sûr, mon père était membre du parti nazi, mais qui ne l'était pas à l'époque. Bien que cette position soit en partie exacte, elle ne prend pas en compte le contexte de 1931. L'argument « tout le monde le faisait » ne tient pas lorsque l'on a agi plus tôt que tous les autres. Hugo Boss n'est pas l'histoire d'un seul méchant isolé. Des entreprises telles que Volkswagen, BMW, Siemens, Daimler, IG Farben et Allianz figurent sur la longue liste des sociétés associées à l'économie de guerre nazie. Ce qui distingue Boss, c'est la date de son adhésion volontaire, survenue avant l'arrivée au pouvoir des nazis, l'intensité de son engagement, illustrée par son adhésion au parti, à la SS et à 4 organisations nazies en 10 ans, ainsi que sa désignation officielle comme activiste
et non comme compagnon de route. Enfin, il y a le nom lui-même, qui subsiste encore dans 124 pays. La plupart des entreprises de cette liste ont disparu ou ont radicalement changé d'apparence. Hugo Boss a conservé son nom. C'est un choix qui entraîne des responsabilités. La question de savoir comment porter cette responsabilité avec dignité n'a pas de réponse unique et correcte. Cependant, il existe des exemples permettant de faire des comparaisons. En 2008, Volkswagen a inauguré à Wolfsburg, sa ville natale, un mémorial dédié aux travailleurs forcés qui ont œuvré dans l'usine pendant les années de guerre. Ce mémorial existe physiquement. On peut s'y rendre et lire les noms, voir les témoignages. BMW finance des programmes de recherche sur l'histoire de l'entreprise durant la période du national-socialisme. Des conférences sont organisées, des études sont publiées, et l'histoire est narrée non seulement dans le cadre du discours d'entreprise empreint de profonds regrets, mais aussi dans le cadre d'un dialogue académique ouvert. Siemens participe à plusieurs projets visant à préserver la mémoire historique. Deutsche Bank a financé des recherches indépendantes sur son rôle durant le nazisme, y compris son implication dans le financement de la construction de camps de concentration. Ces recherches ont été publiées et sont accessibles à tous les intéressés. Hugo Boss a agi en commandant et en publiant un livre de Custer. L'entreprise a également diffusé un communiqué exprimant un profond regret. Cela reste mieux que rien, mais c'est moins que ce que cela aurait pu être. Il n'existe pas de mémorial à Mettingen. Il n'y a pas de programme éducatif public. Il n'y a pas d'exposition permanente sur le site de l'usine. Les noms de Jan Kondak, Elżbieta Kubala-Bem et Józefa Gisterek ne sont gravés dans aucune pierre. Ils existent dans des documents d'archives, dans le livre de Custer, ainsi que dans quelques articles de presse. Et dans cette vidéo. En 2013, le comédien britannique Russell Brand est monté sur la scène de la cérémonie du magazine GQ, sponsorisé par Hugo Boss, et a prononcé quelques mots sur l'histoire nazie du sponsor, avant de marcher sur scène avec une démarche de canard. Il a été expulsé de la cérémonie. Par la suite, il a présenté des excuses pour la forme, mais pas pour le fond. L'entreprise a exprimé son mécontentement. L'histoire a fait la une des nouvelles. C'est un cycle qui se répète et qui continuera à se répéter. Car il est impossible de porter le nom d'une personne condamnée par un tribunal de dénazification comme activiste et bénéficiaire, tout en faisant semblant que ce nom n'évoque que l'élégance et le succès commercial. Tôt ou tard, quelqu'un pose la question. La caméra enregistre. L'histoire refait surface. Elle revient non par malveillance, mais parce qu'elle n'est jamais vraiment partie. Le livre de Custer et le communiqué de presse de 2011 constituent un pas tardif, motivé par des considérations d'entreprise et prudent sur le plan juridique. Mais un pas tout de même. Il n'y a pas de mémorial à l'emplacement des baraquements à Mettingen. Il n'existe pas de programme éducatif permanent. Il n'y a pas d'exposition publique. Un profond regret a été exprimé une fois. Hugo Ferdinand Boss, 8 juillet 1885, 9 août 1948. Entrepreneur, membre du parti nazi depuis 1931, sponsor de la SS, employeur de 180 travailleurs forcés, condamné par un tribunal de dénazification. Fondateur d'une entreprise dont le chiffre d'affaires s'élève à environ 4,5 milliards d'euros par an. Jan Kondak, Elżbieta Kubala-Bem, Józefa Gisterek. Ce sont aussi des personnes réelles. Ce sont aussi des noms concrets. Ce sont aussi des années précises à Mettingen, mais pas de leur propre gré. Józefa y est morte en juillet 1943. Elle avait environ 20 ans. Un seul de ces noms est resté sur l'enseigne. Vous savez lequel. Il est également pertinent d'aborder ce qui se passe aujourd'hui avec cette histoire dans l'espace public. Pas parce que cela revêt une importance particulière en soi, mais parce que cela en dit long sur la nature de la mémoire d'entreprise. En 2011, lorsque le livre de Custer a été publié, la société a émis une déclaration exprimant son profond regret, ce qui a provoqué un impact médiatique considérable. De nombreux articles ont été publiés dans des grandes revues. Des reportages télévisés ont vu le jour.
Les discussions sur les réseaux sociaux, qui existaient déjà en 2011, bien que moins influentes qu'aujourd'hui, ont également pris de l'ampleur. La société s'est retrouvée au cœur d'un débat délicat. 2 ans plus tard, l'incident impliquant Russell Brand a suscité un nouvel émoi. Cela a entraîné un autre pic médiatique, une nouvelle série d'articles. Une fois de plus, la société a exprimé son mécontentement. Ensuite, le silence est revenu. Plusieurs années se sont écoulées sans incident public significatif. Puis, en 2025, un nouveau travail académique, réalisé par la chercheuse polonaise Iśkiewicz Sawicka, a remis le sujet sur le devant de la scène publique. De nouvelles publications ont vu le jour. Les conversations ont repris, illustrant le cycle de la mémoire historique d'entreprise. Un pic, suivi de silence, puis un autre pic, et ainsi de suite. À chaque fois, la société réagit de la même manière. Elle se réfère au livre de Koster, à la déclaration de 2011, aux dons faits au fonds de compensation. Ce processus constitue le protocole standard de gestion de crise. Il fonctionne dans le sens où il étouffe le scandale et ramène la situation à un état de contrôle. Cependant, le problème est que contrôle et résolution ne signifient pas la même chose. Un scandale étouffé n'implique pas que l'histoire ait été comprise. Un communiqué de presse publié ne signifie pas qu'un mémorial ait été érigé. Un profond regret exprimé ne signifie pas que les noms de Jan Kondak, Elżbieta Kubalabem et Józefa Gisterek soient gravés quelque part sur une pierre à Mettingen. Ce n'est pas le cas. Et cela représente un choix. Qu'il soit conscient ou non, c'est un choix. En allemand, il existe le terme Erinnerungskultur, qui se traduit par « culture de la mémoire ». Cela ne se limite pas à se souvenir du passé, mais c'est une pratique active, institutionnelle et régulièrement reproduite dans la gestion de l'histoire. On parle de mémoriaux, de programmes éducatifs, de commémorations annuelles et de rituels publics de reconnaissance. Chez Hugo Boss, il n'existe rien de semblable à une culture corporative de la mémoire concernant la période de guerre. Il n'y a qu'un livre publié en 2011 et un communiqué de presse. Ce n'est pas une culture de la mémoire, mais une action ponctuelle pour gérer la réputation. Retenez bien ces 4 éléments. C'est le minimum que l'on puisse faire et probablement la conclusion la plus honnête à cette histoire. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires. La connaissance du passé de la marque modifie-t-elle votre perception d'elle aujourd'hui? Il n'y a pas de réponse unique à cette question. C'est précisément pour cela qu'il est important de la poser. Abonnez-vous. Dans le prochain numéro, une autre marque avec une histoire que la publicité ne met pas en avant.